Bonjour à tous et à toutes, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique vidéo 2 en 1, puisque je vous parlerai tout d'abord de la nouvelle numérique The Prince, qui est parue uniquement en anglais jusqu'à présent aux éditions Harper Teen Impulse. Et ensuite, je vous ferai la chronique vidéo la plus importante, on va dire, à savoir celle de l'élite, le tome 2 de la sélection, qui vient juste de paraître aux éditions Robert Laffont, la collection R, le 23 avril. Donc c'est parti. Alors, si vous ne désirez pas en savoir trop sur la nouvelle numérique parce que vous souhaitez la lire, je vous mettrai ici un encadré avec le timecode où il faudra que vous alliez en accélérant la vidéo pour aller directement à la critique de l'élite. Sinon, bien restez avec moi et c'est parti. La nouvelle numérique, qui devait être traduite par les éditions Robert Laffont, la collection R, pour le mois de mars, malheureusement, elle n'est toujours pas disponible, alors je ne saurais pas vous dire, on n'a pas d'informations pour l'instant. Pour ceux qui veulent absolument savoir, cette nouvelle numérique, donc logiquement, se place entre le premier volume et le deuxième. Et pour une fois, on va dire, c'est la première fois que je fais une chronique d'une nouvelle numérique dans mon blog, parce que généralement je trouve que les nouvelles numériques n'ont pas vraiment un grand intérêt. Elles se lisent, mais elles apportent pas réellement à l'histoire en elle-même, à la saga en elle-même, au point qu'elles méritent d'avoir leur propre chronique. Après, celle-ci par contre, c'est assez différent. Pourquoi ? Parce que, comme son nom l'indique, The Prince, contrairement à l'intégralité de la saga, qui nous donne le point de vue de la sélection à travers les yeux d'America Singer, donc la principale héroïne qui fait partie des sélectionnés. Dans The Prince, vous allez voir l'envers du décor, si je puis dire, du point de vue de Mason, le prince, à travers ses propres yeux, et vous allez apprendre à le connaître puisque finalement il va s'exprimer à la première personne et vous allez vraiment comprendre qui est ce prince, qu'est-ce qu'il ressent, quelles sont ses passions, quelles sont ses peurs parfois et ses craintes, sachant que c'était quelque chose d'assez préoccupant, enfin disons qu'on pouvait se questionner sur le sujet dans le tome 1, la sélection, puisque America le trouvait absolument guindé, sans intérêt, totalement inintéressant. Elle trouvait que c'était un personnage froid et qui ne laissait pas apparaître ses émotions. Et bien justement, on apprend là pourquoi, dans cette nouvelle numérique, on apprend pourquoi est-ce que justement il donne cet aspect-là. Et en fait, on se rend compte que c'est un personnage très solitaire, puisqu'il est fils unique, que sa mère a fait de nombreuses fausses couches avant de le mettre au monde, et que tout le poids du royaume, finalement, repose sur ses épaules, puisqu'il est le seul et unique héritier de la couronne après son père. Et finalement, on se rend compte qu'il n'a pas tant d'amis que ça, puisque la seule et unique personne qu'il considère comme à peu près son ami, c'est une fille d'un ambassadeur français, qu'il a dû croiser que quelques fois dans sa vie, et c'est ce qu'il considère comme la chose la plus proche de l'amitié, finalement. Donc, enfin, c'est totalement... c'est une personne qui est totalement déconnectée de la réalité, mais c'est pas sa faute, finalement. Il est dans cette prison dorée qui est la monarchie, qui est le château, le palais d'Iléa, etc. Et il est préparé depuis sa tendre enfance à prendre les commandes, une fois que son père sera parti. Donc on se rend compte finalement aussi que la figure de son père est quelqu'un de très autoritaire, de très exigeant envers son fils, mais même parfois trop, c'est-à-dire que c'est à la limite du dérangeant, du malsain, du méchant en fait. Chose qu'on n'aborde pas vraiment dans le premier volume de la sélection. On ne parle pas vraiment des parents justement de Mason, on nous les décrit assez rapidement mais sans plus. Et justement c'est une bonne introduction à l'élite
donc le deuxième tome de la sélection, donc celui-ci. Parce que justement, il sera beaucoup plus question de la personnalité du père de Maxon, du roi, à l'intérieur de ce volume. Et donc le fait que l'auteur Kirakas nous présente ce roi justement et la relation assez complexe qu'il a avec son fils, à savoir que son fils a peur de son père, n'ose pas le contredire, et que son père soit toujours en train de lui dire sois fort, ne montre pas tes émotions, t'es pas assez fort. Enfin voilà, c'est du harcèlement permanent, il fait que le rabaisser son fils, hein, finalement, ce qui est pas très sain, et donc sa mère essaye de le réconforter comme elle peut, mais on se rend compte que sa mère est assez, elle n'a pas tant de pouvoir que ça vis-à-vis de son mari. Donc elle fait comme elle peut pour supporter pour soutenir son fils. Et donc on va se rendre compte que ce Maxon, finalement, n'est pas la personne froide, totalement sans cœur. Au contraire, c'est quelqu'un qui a énormément de peur. Il veut bien faire, finalement. Son père a tellement d'attentes envers lui que finalement, il a l'impression qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Et quand on lui apporte la sélection, qu'on lui dit qu'il va falloir qu'il choisisse une femme, qu'il faut qu'il choisisse la bonne, qu'il ne faut surtout pas qu'il se trompe, parce que finalement, l'avenir de la monarchie en dépend. 1 sur 35, il se dit, mais comment est-ce que je vais faire, puisqu'il n'a jamais été en contact avec une fille avant, que la seule amie, entre guillemets, qu'il avait, enfin, voilà, quoi, c'était pas une amie, c'est pas possible. Il est totalement perdu dans cette histoire, et il est flippé à mort, on peut le dire, et au final, il va faire comme il peut, et c'est sa façon, finalement, c'est sa carapace de se montrer assez distant et de se montrer assez froid. Finalement, c'est de la timidité qui refoule et qu'il essaye de masquer par cette façade rigide, mais il n'est pas du tout comme ça, au contraire. Et donc, on le suit au travers de ses péripéties, des toutes premières étapes de la sélection, quand les candidates sont retenues, et le premier, notamment, bulletin télévisé auquel il participe. Donc on se rend compte de comment est-ce que lui vit ça et qu'il est stressé comme un malade. Alors que America, elle, dans le tome 1 de la sélection, le regarde à la télévision et se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce gars qui est guindé comme pas croyable, enfin comment est-ce qu'elles peuvent être tous raides dingues de lui. Mais le plus intéressant, ça va être de suivre à travers ses yeux les toutes premières rencontres entre America et Maxon, à savoir quand America, justement, a voulu s'échapper de sa chambre la première nuit et aller faire un tour dans le jardin pour respirer parce qu'elle était en crise de panique totale et que Maxon... lui est en train de se demander mais comment est-ce que je vais faire pour trouver la bonne personne, ça va pas être possible, et voilà, et qu'il est arrivé à sa rescousse et qu'il l'a laissé aller dans le jardin, et voilà, si vous avez lu le 1, vous savez de quoi je parle, toute la discussion qui s'en est suivie. Et ensuite, le lendemain, quand il a convoqué au petit déjeuner toutes les sélectionnées pour essayer de faire un peu plus connaissance, et qu'il n'avait qu'une seule chose en tête, c'était de reparler officiellement pour la première fois, puisqu'ils n'étaient pas censés se voir avant le lendemain matin, avec America, et où il va lui demander justement si est-ce qu'il y a de l'espoir pour qu'elle ait des sentiments pour lui, puisqu'elle lui avait avoué la veille qu'il y avait quelqu'un dans sa vie, mais que voilà quoi. Ça s'était pas très bien terminé. Donc voilà, c'est à peu près le résumé de la nouvelle numérique. Je vous fais exceptionnellement un résumé. Je sais que d'habitude je suis pas censée spoiler ou quoi que ce soit, mais là, étant donné qu'elle n'est pas traduite en français, et que en plus de ça, autre point négatif que j'ai aussi mentionné dans ma critique écrite de la nouvelle, ou que je vous mettrai aussi dans la barre d'infos, j'ai trouvé que le prix était juste astronomique pour une nouvelle numérique, pour un e-book de 50 pages, enfin ça fait même pas 50 pages, je crois que c'était autour de 7 €, quelque chose comme ça, donc ça fait quoi, un tiers du prix d'un bouquin réel. Pour la version anglaise, j'ai trouvé que c'était assez abusé de ce point de vue-là, donc après peut-être que chacun d'entre vous pourra pas se permettre de la télécharger, et voilà quoi.
Je trouvais ça un peu dommage que vous passiez à côté, surtout que maintenant le tome 2 est sorti, et donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. La chronique de l'élite. Le tome 2 qui est donc sorti le 23 avril, vous pouvez voir, pas très épais finalement, un petit peu plus court que le tome 1. Donc on retrouve notre très cher America Singer qui se retrouve parmi les 6 dernières sélectionnées, puisqu'il n'est plus question de la sélection, mais maintenant elle fait partie de l'élite. Et c'est un peu, on va dire, la voie finale qui s'amorce, puisqu'ils ne sont plus que 6 à courir après le prince. Donc dans le tome 1, la grande majorité du temps, America avait bien fait comprendre au prince qu'elle n'avait absolument aucun sentiment pour lui et que finalement elle restait dans la course si lui le voulait bien pour pouvoir assurer un revenu substantiel à sa famille, puisque le fait qu'elle participe à la sélection lui permettait de gagner de l'argent qu'elle pouvait reverser à sa famille en compensation de son absence, puisque les castes les plus défavorisées doivent travailler, donc ça fait une personne en moins qui est capable de travailler à ce moment-là. Seulement, la très chère America commence finalement à changer d'avis, à se dire que le prince Maxon, vu qu'il s'est confié à elle et qu'il lui a un peu ouvert son cœur, qu'il a laissé s'abattre la carapace et le masque, elle commence à se dire que finalement, il n'est pas si gardé que ça, il n'est pas si futile que ça, il n'est pas sans intérêt, et elle commence à développer quelques sentiments quand même pour ce très cher Maxon. Donc on se dit, ça y est, il y a de l'espoir, c'est bon, elle le veut. Elle le veut, effectivement, elle commence à se dire que, voilà, maintenant elles sont plus que 6, et que les choses sérieuses commencent, puisque avant elle se disait, bon d'accord, si je rentre chez moi, pas de problème, il n'y a pas de souci, mais maintenant elle ne veut plus rentrer chez elle, elle veut absolument rester, et elle veut absolument gagner. Même si, d'un autre côté, c'est ça qui est un peu étrange à l'intérieur de ce livre, c'est que Maxon ne va pas arrêter de lui tendre les perches en lui disant « Dites-moi que vous êtes prête, dites-moi que vous êtes prête, moi je suis prêt, je vous attends. » Et disons que c'est, je sais pas, peut-être la peur de la couronne ou quelque chose comme ça, ou des responsabilités. Oui, elle a l'impression qu'elle n'est pas taillée pour être princesse. Et donc elle arrête pas de le renvoyer balader. Et c'est juste incroyable. Enfin, elle le veut, mais elle le veut pas. À un moment, America, il faut que tu te décides. Tout ça, et en plus de ça, vient se greffer par-dessus Aspen Ledger. Aspen Ledger, son premier amour, qui l'avait envoyé sur les roses juste avant qu'elle intègre la sélection, et donc qui lui avait un peu brisé le cœur. Aspen Ledger qui réapparaît à la fin du premier tome de la sélection et qui réapparaît en tant que garde du palais. Voilà, il s'est engagé et ça y est, il est devenu garde du palais. Et donc maintenant il a pour fonction de veiller sur toute la famille royale et sur les sélectionnés, puisque les attaques de renégats se poursuivent et se font de plus en plus sanglantes. On ne sait toujours pas pourquoi, c'est aussi un grand questionnement à l'intérieur du livre. On va commencer à avoir des pistes de réponse. Donc ça aussi c'est très intéressant. Et d'ailleurs, il y a un passage qui est assez marquant à l'intérieur du livre où justement America questionne Aspen sur le fait qu'il soit devenu un officier au service du palais, lui qui était si réfractaire finalement à ce système de caste instauré par la monarchie, etc. Et donc elle lui disait, mais il n'y a pas une certaine contradiction entre tes pensées et tes actes finalement? Pourquoi est-ce que tu sers des personnes qui ont instauré un système de caste? Pourquoi est-ce que tu les protèges contre des renégats, justement, qui se battent et qui luttent contre ce système de caste? Et donc, il y a un passage que j'ai trouvé assez édifiant à l'intérieur du livre, qui dit « Et peut-être que tu vas trouver ça grotesque, mais c'est mon pays, tout ne fonctionne pas bien, c'est sûr, mais cela ne donne pas le droit à ces anarchistes de venir faire main basse dessus. C'est mon pays, point barre. » Et j'ai trouvé que c'était incroyablement d'actualité, vu tout ce qu'on entend de par le monde. Ça peut s'appliquer à tellement de choses que... Voilà, quoi. Ça m'avait quelque part touchée. C'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément dans cette saga. C'est son ancrage dans les faits réels.
de notre société d'aujourd'hui, même si pourtant le roman est censé être basé 300 ans dans le futur, sur les ruines des États-Unis. Ruines des États-Unis parce que, justement, les États-Unis s'étaient tellement endettés que la Chine avait fini par racheter toutes leurs dettes. Voilà, c'est incroyablement d'actualité. Et les avait envahis pour en faire une nouvelle province chinoise. Seulement, donc ils avaient reçu l'aide de la Russie, en passant aussi, hein, la Russie, on le sait, qui a un certain historique avec les États-Unis. Seulement, bon, il y avait eu une révolution et une rébellion, et c'est ce qui avait créé la nouvelle monarchie d'Iléa. Voilà, donc, disons que ces constantes références qui s'ancrent tellement bien dans l'actualité sociopolitique de nos jours, que je trouve vraiment, vraiment, vraiment très intéressante pour un livre young adulte, parce que voilà, quoi, il y a différents niveaux de lecture. On va se dire, il y a la simple romance, il y a la dystopie, bien sûr, et puis après, il y a les clins d'œil un peu plus sérieux à des faits de société comme ça et à des faits d'actualité. Des formes de messages, des formes d'avertissement, justement, qu'il faut savoir décrypter, et c'est en ça que je trouve que c'est assez sympathique. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près parlé de tout. Donc du coup, oui, Aspen, on était resté sur le sujet de Aspen, qui s'était engagé dans la garde royale, et qui va finalement revenir à la charge pour récupérer cette très chère America, parce qu'il s'est rendu compte de la bêtise qu'il avait fait en la laissant s'échapper. Enfin, en tout cas, en la rejetant, hein, puisque c'était pas elle qui avait rompu, c'était lui qui l'avait expulsée de sa vie, quoi, quelque part. Et le petit côté agaçant de ce roman, on va dire, c'est que finalement, on se retrouve au départ avec une compétition d'une ribambelle de filles qui se battent pour le cœur d'un prince, et en parallèle, on arrive à nous greffer un triangle amoureux entre deux hommes, finalement, enfin deux jeunes hommes, le prince Mason et Aspen Ledger, qui se battent pour le cœur de America. Enfin, c'est juste hallucinant, puisque America, apparemment, n'a pas totalement mis de côté ses sentiments pour Aspen. Voilà, donc, c'est un espèce de micmac amoureux, bizarroïde et très étrange, mais qui ne nous empêche pas de dévorer ce livre, puisque j'ai lu ce livre littéralement en moins de 24 heures, ce qui est un record personnel, et qui est juste incroyable. Enfin, c'est écrit d'une façon tellement fluide que vous pouvez plus vous arrêter. De la première à la dernière page, vous avez constamment envie d'en savoir plus, encore, et encore. C'est... Voilà. Vous allez passer par tous les stades des émotions possibles et imaginables, ça va vous chambouler entièrement, ça va vous faire vous évader dans un autre monde, je sais pas quoi dire, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu. Et donc je vous encourage amplement à donner sa chance à la sélection, le tome 2, l'élite, si vous n'avez toujours pas lu le premier, d'ailleurs, enfin, je vois pas pourquoi est-ce que vous auriez regardé cette vidéo, parce que de toute façon, ça vous aurait carrément spoilé sur l'histoire. Mais en tout cas, si vous avez lu le premier, que vous étiez pas sûr de continuer, ce dont je doute, vraiment, donnez-lui sa chance. Et le fait de savoir qu'on va être obligé d'attendre un an encore pour avoir le troisième volume, c'est horrible, c'est terrible. Mais heureusement, on va avoir plein d'autres livres à lire entre-temps, et c'est ça qui nous console un peu. Voilà, c'était tout pour cette chronique sur l'élite. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique vidéo. Salut!